merci d'être présent sur ce forum consacré à la cybersécurité et à l'intelligence artificielle. Table ronde proposée par la mission Écoterre. Cybersécurité, les territoires médians sont-ils en danger? Cette table ronde a pour objectif, en tout cas, de répondre à cette question fondamentale. Est-ce que les territoires médians sont-ils plus vulnérables aux cyberattaques et par quels moyens? Un tour de table, je remercie également nos invités, élus, présents sur ce BIMworld, Forum Cybersécurité et Intelligence Artificielle. Un premier tour de table avec une question, finalement une question commune. Selon vous, les territoires médians sont-ils vraiment plus vulnérables que les autres territoires? Et on va commencer par Denis Thuriot. Denis, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes président de la mission Écoterre, maire de Nevers, président de l'AGLO, conseiller régional Bourgogne-Franche-Comté. Denis, est-ce que les territoires médians, vous qui êtes, je ne vais pas dire un expert, un spécialiste en territoires médians, qui organisez chaque année le sommet, tous les 2 ans, le sommet international de l'innovation en ville médiane, qui réunit justement autour de l'innovation les villes médianes, est-ce que ces territoires, au jour d'aujourd'hui, sont plus vulnérables que les autres territoires? Oui, merci. Alors on peut peut-être plus comparer notamment avec les plus grands parce que les territoires médians, c'est à peu près entre 10 000 et 100 000 habitants. Pour moi, c'est ceux qui sont entre les métropoles et les campagnes. Il y a ces villes qu'on a un peu oubliées pendant 40 ans qui reprennent effectivement de l'intérêt, pas que parce qu'il y a eu la Covid, mais aussi parce qu'on voit bien que dans les métropoles, ça sature. C'est vrai que je pense que les métropoles ont l'avantage d'avoir beaucoup de moyens et s'y sont sans doute mis plus tôt. Nous, on constate aujourd'hui qu'il y a à peu près 14% des communes qui s'intéressent à la cybersécurité. Donc vous voyez, sur 34 000, même si on enlève les grandes villes, comme je le disais, ça fait encore beaucoup de monde. Et pourquoi on est plus vulnérable? Je l'ai vécu moi parce que je suis aussi avocat. À un moment, on essayait d'utiliser les CARPAS, qui servent de moyens de paiement chez les avocats, notamment pour des blanchiments d'argent, et on prenait les petits barreaux qui étaient beaucoup moins protégés. Donc je prends cet exemple par rapport au territoire, y compris aux hôpitaux, parce que nos hôpitaux qui sont de plus petite taille, eh bien, sont très souvent attaqués. Et donc je pense qu'on a besoin, et c'est le rôle aussi de la mission Écoterre, hein, je suis aussi là pour le rappeler, d'encourager nos collectivités, quelle que soit leur taille, parce qu'on peut toujours adapter, à effectivement investir dans des moyens pour se protéger. Alors évidemment, ce sont des coûts. C'est déjà tout simplement une gouvernance et un élu local qui soit dédié à la cybersécurité. Moi, je refais un remaniement à Nevers. J'en profite pour ajouter la cybersécurité dans les délégations parce que même en 2020, ce n'était pas forcément naturel et c'est un sujet qui s'est invité. C'est une nouvelle politique publique qu'on doit porter. Donc c'est la raison pour laquelle nos territoires ont besoin aussi d'y trouver un intérêt. Et puis on se dit, ça arrive qu'aux autres et ça n'arrivera pas à moi. Aujourd'hui, la cybersécurité, ou en tout cas les attaques cyber, le problème, c'est pas de savoir si on en aura ou si on n'en aura pas. C'est de savoir quand est-ce qu'on en aura, parce qu'on en a tous. À l'heure où je vous parle, j'ai reçu un message, c'est une coïncidence que j'avais rien demandé, 184% d'augmentation de mails affectés de virus, rien que pour la ville de Nevers. Je prends mon exemple que je connais bien. Donc c'est vous dire, et encore on n'est pas aux Jeux Olympiques, parce que là ça va être des milliards d'attaques, et peut-être plus sur les villes qui accueillent les Jeux Olympiques, mais c'est vous dire qu'effectivement, oui, il faut accélérer parce qu'on n'est pas assez protégé. Et je voudrais juste rappeler à mes collègues élus et maires notamment que c'est un peu d'argent, mais c'est beaucoup plus d'argent quand tout est bloqué qu'il faut tout remettre en place. Alors Julien Gauquel, maire de Cappelle-la-Grande, vice-président de la communauté urbaine de Dunkerque. Alors vous bougez beaucoup aussi, hein, à Marseille hier, ici, tout à l'heure, là-bas, etc. C'est pas la même météo. Hein. Voilà, et que c'est pas la même météo. Alors pour vous, Julien, est-ce que les territoires médians sont-ils beaucoup plus vulnérables que les autres territoires? Je vais rebondir sur ce que vient de dire Denis très justement, mais j'ai un contre-exemple. Lille. La métropole européenne des Lilles a été attaquée par cyberattaque en fin 2023. Donc ils ont dû pendant plusieurs mois mettre en place un plan de reprise d'activité, et ils étaient, croyez-le, avec un crayon, avec du papier, sans ordinateur. Métropole européenne de Lille, l'une des plus grandes agglomérations de ce pays. Preuve en est qu'on n'est pas forcément tous prêts encore à être sur ces sujets de cyberattaque et donc de réponse à la cybersécurité. Et donc voilà, nous on est en train de le faire à l'échelle de la communauté urbaine de Dunkerque. On a lancé un grand plan, on a aussi recruté des spécialistes dans le domaine auprès de nos services informatisés, de telle manière à ce qu'on puisse bien évidemment protéger au mieux nos données, mais ce qui ne veut pas dire que nous ne sommes pas soumis à un moment donné à une attaque, parce que les formes de piratage évoluent
les nouvelles activités évoluent et bien entendu l'intelligence artificielle vient aussi intégrer aussi cette possibilité de cyberattaque, à la fois en contradiction avec la capacité de pouvoir protéger nos données, mais aussi avec d'autres nouvelles formes de piratage, d'attaque de hackers. Il faut faire très attention. Donc il faut aussi sensibiliser non seulement les agents, les élus, mais il faut aussi sensibiliser tout le monde. Alors, Nevers, les Hauts-de-France, on va faire un petit saut du côté de Roche-la-Molière, du côté de Saint-Étienne, c'est ça, Éric Berlivet. Et donc, même question pour vous, est-ce que les territoires médians sont plus vulnérables ? Alors, ils sont plus vulnérables parce qu'ils n'ont pas les ressources forcément financières, ni le personnel dédié, d'où la mutualisation indispensable. Alors nous, on l'a fait sur la commune, on en parlera, oui. Mais on a été hacké déjà. Et en une demi-journée, on reprenait les activités normales. En une demi-journée. On a évoqué d'autres communes qui ont été hackées. Si on n'a pas anticipé les choses avec un double serveur, une mutualisation, une organisation spécifique, eh ben, y a de quoi faire. Et c'est catastrophique parce qu'on a quand même des dossiers, des fichiers sensibles sur nos communes. Et si on n'anticipe pas ça, c'est catastrophique. Donc, alors, on reviendra, si vous le permettez, sur la mutualisation. C'est un sujet qui vous est très très cher et à l'ensemble de nos amis aujourd'hui. Serge Rocky, conseiller municipal à Rueil-Malmaison. Alors, vous voyez, on passe en Ile-de-France. Pour vous, même question, les territoires médians sont-ils plus vulnérables et beaucoup plus vulnérables qu'un territoire classique ? Grande métropole, petite commune? Oui, la réponse, oui, je suis d'accord là-dessus. C'est une certitude. Quand on regarde ce que nous dit l'ANSSI, on a maintenant une augmentation très importante des attaques. Et le message un peu du délégué d'Île-de-France est de dire, la question n'est pas de dire quand est-ce que ça va se produire, mais ça se produit et qu'est-ce qu'on fait? On est dedans, qu'est-ce qu'on fait? On a passé l'étape de dire c'est quelque chose qu'il faut anticiper. C'est plus l'anticipation, c'est on y est. Donc voilà un peu notre position. Alors le but aussi de ce genre de rencontre, c'est les retours d'expérience. À Rueil-Malmaison, dans le cadre du PAC Initial France Relance, pivot de la démarche de l'ANSSI, vous prenez en amont la situation de danger absolu, notamment avec beaucoup d'audits. Alors, comment on a profité du plan France Relance, avec la partie France Relance initiale et France Relance, je dirais, le relais, la suite. Donc, dans le cadre du premier plan, on a soumis un dossier qui a été retenu, qui a permis de financer un audit par l'ANSSI. L'intérêt de cet audit-là, c'est qu'il va couvrir la totalité du système d'information. On va regarder à 360 degrés tout ce qui se passe. Et de cet audit-là, on identifie des failles. Et après, la nature des failles, il y a des failles qui sont adressables, il y a des failles qui sont liées au logiciel que l'on a. Donc là, il faut intervenir au niveau de l'éditeur et de lui expliquer, ce qui n'est pas toujours simple, d'arrêter des développements pour faire des nouvelles fonctionnalités et de revenir à régler sa faille de sécurité. C'est sûr que si l'ANSSI est derrière, c'est beaucoup plus efficace comme relais. Donc ça, c'est ce que l'on a eu. Et après, on a également le niveau de version de logiciel. Il faut avoir des mises à niveau. Si vous avez des utilisateurs qui disent surtout ne touchez à rien, sujet connu parce que tout le monde est content du logiciel qui tourne, c'est pas là-bas. Il faut changer de méthodologie. Il faut accepter de leur casser les pieds, de faire des mises à niveau de logiciel, de monter, de se mettre au dernier niveau de logiciel supporté par l'éditeur et ensuite, s'il y a une faille, faire corriger la faille. Voilà ce genre de choses que l'on a vu. Donc, quand on parle d'audit, ce sont des audits externes, c'est ça, notamment avec la région Île-de-France? Alors, on a eu donc cet audit avec l'aide de France Relance et de l'ANSSI où des personnes viennent et couvrent la totalité du système d'information. Et ensuite, on a aussi profité de ce que fait l'Île-de-France pour... ça, c'est pour les petites communes aussi, mais on en a profité aussi. C'est un audit externe, c'est une société qui va regarder via Internet, via le web, qui va vous faire un audit via le web et qui vous envoie le rapport. Ça vous permet de voir déjà si via le web, vous êtes attaquable et quelles sont toutes les failles. Après, évidemment, il y a la partie rémédiation, identifier et repasser, comme pour la partie du premier audit ANSSI,
repasser, une fois qu'on pense avoir remédié, un deuxième niveau de vérification. Ouais. Et c'est pas fini. Et c'est C'est-à-dire pas fini. qu'une fois qu'on a fait ça, il y a la veille. C'est-à-dire qu'il faut s'abonner, par exemple, sur le site CERT pour regarder, le directeur informatique ou la personne qui connaît les logiciels que vous avez chez vous, regarder les alertes journalières. Ça ne sert à rien de savoir que dans tel pays, ces gens sont fait hacker, mais par contre, si vous avez tel logiciel avec telle faille, le corriger. C'est aussi un commentaire de l'ANSSI. L'ANSSI dit qu'il faut corriger les failles très rapidement. Hein, si vous ne corrigez pas les failles, vous êtes sûr que des pirates vont venir en profiter dans les mois qui suivent. Donc il y a une action rapide à effectuer de ce côté-là. Ça, c'est la partie veille, indépendamment de la mise à niveau et la montée à niveau de tous les logiciels. Donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ce sont des coûts, parce que ça c'est de la maintenance, c'est déranger des utilisateurs, payer les derniers niveaux version de logiciel. Donc ça c'est vraiment un sujet. Alors, création d'emplois, Denis en parlait, audit en amont, formation peut-être. Denis Thuriot, est-ce qu'il y a encore d'autres champs d'action à explorer face à cette cybersécurité, surtout à la veille des JO où beaucoup de collectivités sont très inquiètes? Oui, il y a plein de choses à faire, hein, et évidemment à adapter aussi au territoire. Il y a des choses socles qu'on peut tous avoir, et puis effectivement après adapter aux enjeux. Je le dis parce que par exemple, déjà il faut essayer d'emmener tout le monde, et quelque part ça rejoint un peu, moi j'ai obtenu le label numérique responsable et j'encourage mes collègues à aller le chercher. On peut porter la 5G, le très haut débit, des nouvelles technologies, tout en montrant qu'on est intéressé au respect de l'environnement sans avoir une étiquette absolue. Pour moi c'est plus de l'éducation qu'autre chose. Donc ça, déjà couper un ordinateur, c'est à la fois de la sobriété, puis c'est à la fois un peu mieux se protéger pendant qu'il est coupé, il ne tourne pas et il ne fait pas l'objet d'attaque. C'est tout bête, mais c'est une des premières choses. N'empêche que quand vous avez 1000 agents, 1200 agents, 1300 agents, comme c'est mon cas avec l'agglomération, eh ben, je vous assure que tout le monde n'est pas là-dedans pour gagner du temps, parce qu'on n'y fait pas attention, etc. Donc évidemment, l'énergie est importante, mais aussi la façon dont on se protège. Et voilà, ça passe déjà par une sensibilisation de nos agents. Et donc, il faut les réunir, il faut leur faire comprendre qu'ils sont tous concernés, peu ou prou, et les emmener. Donc, ça veut dire que moi, j'ai bénéficié du même parcours cyber grâce au plan de relance. Ça nous a permis un premier diagnostic, qui est à peu près dans la moyenne. On pas les meilleurs, mais on n'était pas les moins bons. Donc, nous, chacun, c'est pas la course. Hein. On a défini un plan de sécurisation sur 3 ans qui coûte à la ville, pour l'instant, je ne l'ai pas encore porté à l'agglomération, mais j'aimerais bien, qui coûte à la ville 250 000 €. Voilà, on pourrait sûrement faire mieux, mais j'ai réussi à dégager ce budget. Ça veut dire qu'on fait de la sensibilisation, qu'on fait des applications particulières, de la gestion de nos fournisseurs, des audits aussi internes ou externes, mais il faut aussi auditer ses prestataires. Parce que si un prestataire est vulnérable, il peut vous rendre vulnérable. Et n'oublions pas qu'aujourd'hui, on peut apprendre à se méfier en faisant du phishing, en faisant des tests sur nos agents, de ne pas ouvrir n'importe quel mail. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi des virus dans des mails dont on connaît celui qui l'envoie. Simplement, des fois, il n'ouvre pas la pièce jointe et c'est vous qui vous retrouvez avec la pièce jointe qui est dangereuse et qui l'a reçue sans, lui, avoir un niveau de protection suffisant. Donc, c'est des exemples, mais il y a plein de choses à faire. Et puis, effectivement, régulièrement, ça, c'est la base, faire les mises à jour et les automatiser, ce qui n'est pas toujours le cas. On pourrait dire plein de choses, mais oui, bien sûr qu'il faut se mettre en ordre de marche et formaliser les process comme ça que tout le monde ait les mêmes. Alors, Denis, sensibilisation des agents. Julien, vous allez plus loin pour vous s'il s'agit aussi de sensibiliser, peut-être de former les élus. Il faut de toute manière sensibiliser l'ensemble des acteurs, alors que ce soit d'abord les agents, puisqu'il y a un gros travail à mener. C'est pour ça que nous, on s'est doté d'une task force à l'échelle de la communauté urbaine de Dunkerque. On a aussi investi un certain nombre de milliers d'euros, à peu près 190 000 € sur 2 ans, pour aussi se protéger et avoir aussi l'ensemble de l'ingénierie qui nous permet aujourd'hui de pouvoir sensibiliser, aussi aller chercher ces failles, faire un audit interne. Et puis se dire qu'il faut sensibiliser les agents aux bonnes pratiques, effectivement. La montée en compétences. La montée en compétences, c'est très important, non seulement des agents, des élus également. Et puis il y a un sujet, il faut le dire comme on le dit et comme on le pense, le développement du télétravail avec des outils qui sont des outils autres que les outils qu'on met en tout cas à disposition des agents ou des élus. Ça peut aussi permettre des fois, quand on ouvre un mail personnel, qui est forcément sur un outil que l'on a chez nous, un outil connecté, ça peut créer aussi des dysfonctionnements, ça crée aussi des cyberattaques. Il suffit d'une faille et ça rentre. Et après, ça crée des difficultés dans l'ensemble de notre collectivité. Donc il faut aussi qu'on soit, en tout cas, plus en tout cas, sensibilisateur sur ce sujet.
finalement, il faut bien se dire que c'est comme un accident de voiture ou une grave maladie, ça n'arrive pas qu'aux autres. Vous parliez de Lille et de l'attaque terrible. Serge, en termes de continuité de service, comment ça se passe au niveau de l'activité de la collectivité? Quelle solution après une attaque? Alors, quelle solution après une attaque? Je dirais que c'est surtout anticiper. Je reviens à comment ça se passe. Donc, une fois qu'on se dit, OK, on a fait les audits, on a vu ce qui se passe, on monte le niveau de sécurité du système d'information, on a un suivi d'éveil. Ce que nous, on a fait pour justement aller au-delà, faire considérer, ça y est, on est attaqué, on a une attaque, c'est de rentrer le risque de cybersécurité dans le plan communal de sauvegarde. Vous avez tous un plan communal de sauvegarde, on a rentré le risque de cybersécurité dedans et on a lancé une étude PCA, une étude de plan de continuité des activités. On a eu 30% pour la première phase payée par la métropole du Grand Paris, Patrick Ollier, et on a toujours dans la métropole, ce programme est toujours actif. Et pour la deuxième phase, on aura 50% de payés par la MGP. Pour les 130 autres communes de la MGP, c'est une solution. Et c'est quoi donc ce PCA? Le PCA, on commence par faire un audit. On a un cabinet que l'on a sélectionné qui nous accompagne. On a défini 7 premières directions, avec la police, l'éducation, pour donner des idées. On a le cabinet du maire, on a tous ces éléments. Et chez ces 7 directions et services, on va définir quelles sont les activités critiques, quelles sont les activités qui doivent qui ne peuvent pas supporter d'interruption en moins d'une semaine. Il y a des activités où vous ne pouvez pas avoir des interruptions d'un jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Une fois que l'on a ça, on formalise les priorités et les points à traiter. Et on prévoit pour ces activités-là de fonctionner en mode papier, de mettre en place les schémas pour aider les métiers à fonctionner. Ça, c'est toute la première partie PCA. En parallèle de ça, on est attaqué. Qu'est-ce qui se passe? On va déployer pour les aider, par exemple, des réseaux de PC pour la semaine, pour aider les gens à faire ça. Troisième niveau, on va mettre en place une infrastructure de secours parallèle. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on est attaqué? Vous arrêtez votre système d'exploitation. Vous arrêtez tout votre système. Vous isolez la totalité du système. Donc, tous vos services n'ont plus d'informatique. Donc, il faut pallier à ce système-là. Donc, première couche, les process. Deuxième couche, les PC pour les aider. Et troisième couche, l'informatique rebâtit un système de secours en parallèle. Et évidemment, comme ça, on a aussi les priorités. Est-ce que c'est la finance? Est-ce que c'est l'école? Est-ce que c'est tel service? Dans quel ordre on va redémarrer les applications sur le système de secours? Après, on va regarder, analyser les résultats de l'attaque. Qu'est-ce qui a été attaqué? C'est grave? C'est pas grave? On redémarre, on ne redémarre pas. Lille, je pense que ça a duré très longtemps. Cette phase a duré quelques mois. Donc, pour vous dire que faire ça, dans un certain niveau de taille de ville moyenne, oui. Ça, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir, entre guillemets, on n'a jamais de la sérénité, mais qui nous permet de dire au moins on a fait tout ce qui était possible de façon réaliste pour se prémunir. Voilà. Alors, prévention, solution. En ce qui concerne les modestes collectivités, je n'aime pas dire les petites collectivités, vous parliez, vous avez évoqué tout à l'heure la mutualisation. Comment l'encourager encore plus? Comment la mettre en place? Ça me paraît quand même extrêmement complexe. Oui, alors, ce qui est important, c'est de créer une culture de la sécurité auprès des agents, auprès des personnes concernées. Et cette culture, alors, on a eu un bon exemple parce qu'on a été hacké, mais on avait travaillé en amont. Ce qui est important, c'est de faire des tests phishing réguliers et après ces tests, débriefer avec ceux qui ont peut-être fait des erreurs, qu'il y ait des débriefs collectifs pour justement que cette culture de la sécurité s'imprègne jour à jour sur l'ensemble des équipes. Et après, pour faire ces tests-là, ça a un coût. Donc nous, on a la chance d'avoir le département qui nous aide à mutualiser justement ces tests pour justement aller dans ces actions concrètes et réalistes pour avoir de façon très pédagogique des actions pour les agents et pour toutes les personnes qui sont concernées par les outils numériques de nos collectivités. Et pour une commune de 10 000 habitants comme la nôtre,
On avance bien et effectivement aussi, eh ben, le budget, depuis 2014, il est multiplié par 10. Mais c'est un investissement, ce n'est pas un coût. Parce que s'il fallait qu'on paye le problème quand il se présente, eh ben, ça serait encore beaucoup plus cher. Alors, est-ce qu'il faut le payer, le problème, quand il se présente? Quand il y a un chantage, je sais que les collectivités ont beaucoup de mal à évoquer les rançons. De votre point de vue? Alors, on a eu le cas souvent pour des entreprises locales. Moi, j'ai tous les 15 jours, 3 semaines, un mois, il y a une entreprise qui se fait hacker. Nous, sur la commune, on a eu un cas, et on n'a pas payé, on a laissé passer. Et comme on a mis notre double serveur en marche, c'est-à-dire qu'on a fait un reset sur celui qui était impacté, et on a repris, alors on a une demi-journée de perte de données, mais on a pu redémarrer et remettre en place tout ça en une demi-journée. Donc moi je conseille de ne certainement pas payer, mais il faut avoir quand même préservé et organisé les choses en amont, et c'est pour ça que c'est un investissement, parce que les sommes qui sont demandées de plus en plus sont adaptées à des petites collectivités ou à des petites entreprises. Beaucoup de PME sont touchées, donc les collectivités aussi, et on sait très bien que l'argent, il est peut-être plus facile avec les petites structures qu'avec les grandes. D'accord, on va, à moins qu'il y ait une réaction sur ça, on va continuer. Oui, Denis. Oui, moi je pense qu'il ne faut pas payer. Après, ça se heurte à une difficulté, c'est-à-dire que peu d'élus le savent, mais on a une responsabilité qui peut être engagée par rapport à une insuffisance d'un niveau de protection qu'on aurait fait par rapport aux données personnelles des gens. Donc voilà, même si ça ne nous empêche pas de dormir, parce que sinon on ne dormirait plus du tout, vu le nombre de responsabilités qu'on a sur le dos. Mais je le dis, et je dis simplement qu'aujourd'hui, vous avez, si je ne me trompe pas, les 3/4 des communes qui reconnaissent dépenser moins de 2 000 € par an sur la cybersécurité pour se protéger, ce qui est ridicule. On dit que là-bas, c'est 5 à 10% du budget informatique. Donc vous voyez, il faut aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on fait aussi des démarches, y compris avec Mission Écoter auprès de la ministre du Numérique, Marina Ferrari, pour qu'on puisse aussi trouver des dispositifs qui à la fois emmènent par la volonté politique, puis qui puissent accompagner parfois financièrement, parce qu'en plus on travaille entre nous, et si on n'a pas le même niveau de protection, au bout d'un moment, ça va un peu annihiler ce que les autres mettent d'un côté et ce que les autres n'arrivent pas à mettre de l'autre. Alors, mutualisation, Julien, en préparant cette table ronde, vous m'avez beaucoup parlé, vous avez même insisté sur la coopération à la carte. Qu'est-ce que vous entendez par coopération à la carte? La question aujourd'hui, c'est, on le disait, les communes n'ont pas forcément toutes les mêmes fonctionnalités. Donc effectivement, quand vous avez des communes plus vulnérables, elles le sont, surtout quand elles sont plus petites, et tu ne vas pas me dire le contraire. Il faut aussi travailler sur la question de la mutualisation, sur l'ingénierie qui se met en place à l'échelle d'une intercommunalité. Et puis il faut voir si on peut parfois travailler à la carte sur des services spécifiques de cybersécurité. C'est ce qu'on travaille en tout cas nous à l'échelle de la communauté urbaine de Dunkerque, tant qu'on n'a pas aujourd'hui l'accord de l'ensemble des maires, parce qu'il faut aussi un accord politique dans ce cadre-là. Et puis il faut aussi qu'on puisse être en capacité de comprendre aussi les types de fonctionnement d'une collectivité à une autre. Ce n'est pas forcément les mêmes moyens chacune, on le disait à l'instant. Et puis il y a la contradiction qui résulte entre l'intercommunalité et bien entendu le mode des autres collectivités. Donc aller vers la mutualisation, c'est bien, mais il faut le construire ensemble, de telle manière à ce que ce soit cohérent et qu'on ne soit pas non plus ouvert à justement de nouvelles cyberattaques, parce que ça va aussi très vite et il faut aussi qu'on s'adapte en continu à ces nouveaux modes de piratage. Alors vous, en tant que vice-président de la communauté urbaine de Dunkerque en charge du numérique, vous tendez à ça, vous encouragez les communes participant à cette communauté urbaine? Oui, c'est ce que l'on fait. Et puis, ce qui vient de se passer dans notre région, à travers, bien entendu, ce qui s'est passé à Lille, mais là, je viendrai récemment sur l'hôpital d'Armentières, par exemple, dont on a entendu parler. Donc, ça commence vraiment à devenir de plus en plus important à l'échelle de notre région. Il y a quand même une centaine d'attaques qui se sont faites, donc il faut qu'on soit opérationnel. On est aussi sensibilisé par les opérateurs, évidemment, mais moi, je suis partisan de ceux qui pensent que ça doit être un opérateur public. C'est le meilleur garde-fou aujourd'hui. Serge, votre maire Patrick Ollier, que nous saluons, favorise aussi la mutualisation. C'est un point extrêmement important pour lui. Oui, donc nous, la mutualisation, on a pu la mettre en place dans la structure MGP avec le pôle, le Paris-Ouest La Défense. Et là, ça nous a donné l'opportunité d'avoir un responsable sécurité et système information. C'est une ressource rare que l'on ne pouvait pas se payer seul. Et donc là, avec 4 communes, on a donc cette personne qui suit
ce qui se passe sur les 4 communes. Et l'intérêt, au-delà d'avoir cette expertise, c'est justement le partage d'informations et la mutualisation. C'est-à-dire que si une ville concernée identifie une menace ou une alerte, obligatoirement, on va tester sur l'ensemble, à travers ce RSSI, ce qui se passe. On va aussi partager des bonnes pratiques que l'on a vu mettre en place sur un endroit. Donc c'est aussi un accélérateur et un facilitateur d'efficacité, je dirais, pour cette partie-là. Alors, la collectivité, l'État avec les aides, pas les aides. Denis Turriot nous parlait de Marina Ferrari, notre nouvelle secrétaire d'État en charge du numérique. Denis, en 2022, vous avez accueilli le sommet à Nevers des télécommunications avec pour thème le futur de la cybersécurité en Europe. Que reste-t-il aujourd'hui de ce magnifique sommet ? Y a-t-il une souveraineté finalement européenne en la matière alors que nous arrivons à quelques semaines d'une échéance capitale pour l'Europe ? Je pense qu'on va y tendre. Aujourd'hui, on ne l'a pas complètement, comme dans beaucoup de domaines, mais il faut la trouver. On voit bien, on parlait tout à l'heure des attaques. Moi, j'en vois de 3 types. Vous avez l'attaque avec un objectif de rançonner, de récupérer de l'argent. L'attaque avec le but de s'ingérer s'immiscer dans un réseau et de récupérer de la donnée personnelle, soit d'en faire un chantage, soit pourquoi pas de la divulguer, ça c'est déjà fait. Et là, effectivement, attention au risque qu'encourent les élus où on peut leur reprocher de ne pas avoir assez protégé les données. Et puis, il y a aussi les attaques pour le plaisir. Et on voit des petits jeunes parfois qui sont des bons. Moi, s'il y en a un qui peut infiltrer mon réseau puis qui me dise après ce qu'il faut faire sans évidemment avoir une intention malveillante, ça peut toujours être intéressant. Mais évidemment, on a ça à gérer. Donc oui, j'ai accueilli effectivement la présidence française de l'Union européenne. C'est une première pour Nevers dans le domaine des télécommunications et donc du digital. On a bien vu une volonté de tous les ministres qui étaient là, ou Premier ministre parfois, comme du Luxembourg ou ailleurs, et une nécessité de le faire ensemble, et notamment face aux GAFA, etc. Donc il y a vraiment un besoin pour la France d'aller dans cette direction. Je pense qu'on a des belles pépites qui y travaillent. Je pense aussi, on n'en a pas encore parlé, mais que l'intelligence artificielle est un outil intéressant pour lutter, parce qu'on est quasiment dans le prédictif avec l'intelligence artificielle, qui va permettre presque d'anticiper une attaque, et donc de mettre, notamment si on a des dispositifs antivirus, anti-cyberattaque, et bien finalement d'être prémunis. Donc c'est un peu, évidemment, comme dans beaucoup de domaines, moi qui suis avocat, c'est le voleur et le policier, hein, c'est ou le chat et la souris, on court derrière, on ne sera jamais du 100%, comme les risques naturels aussi dont je m'occupe, mais en tout cas il faut faire le maximum pour le plus possible se protéger, mettre des moyens, on l'a dit, et puis on espère en tout cas avoir une souveraineté européenne, parce qu'on voit bien, et pour les nommer, parce que ça ne me dérange pas de le faire, les attaques russes ou les fake russes sont quand même très démultipliées en ce moment, peuvent nous concerner aussi les uns les autres, quelle que soit la taille, rien que pour paralyser la France et s'en servir à des fins politiques contre les démocraties. Donc évidemment que c'est un enjeu, et je pense que et le président de la République et la secrétaire d'État en sont conscients, qu'aujourd'hui il faut accélérer notre souveraineté nationale et européenne. Alors, Denis, je le disais, on a parlé du sommet international de l'innovation en ville médiane. Vous êtes l'un des pères fondateurs. C'est un sommet qui a lieu une année à Québec, une année à Nevers en octobre dernier, je crois. Donc il est souvent question de cybersécurité à travers les startups qui seront aussi présentes à Québec en octobre prochain à Drummondville. Vous sentez qu'il y a un changement d'esprit, de mentalité? J'ai l'impression qu'on est passé de la réflexion à l'action. On le voit, hein, la prise de conscience des élus en général. Vous pensez qu'il y a vraiment une vraie prise de conscience, mais finalement elle est récente? Oui, c'est vrai, je le disais tout à l'heure. Ce sommet international d'innovation en ville médiane, c'est un sommet moderne puisqu'il a 2 papas, hein, moi et le maire de Shawinigan au Québec, Haute-Ville innovante, et on l'a co-créé ensemble, et l'idée c'est de le partager au maximum. Donc aujourd'hui, on voit bien que c'est, je le disais, une politique publique nouvelle à porter pour nous les élus, mais aussi qui intéresse nos partenaires, nos start-upers jusqu'aux plus grandes entreprises, qui elles-mêmes sont obligées aussi de se protéger, mais peuvent apporter leur expertise. Donc on voit bien que cette thématique est aujourd'hui très prégnante, elle est notre quotidien quelque part, de façon transversale, et puis donc elle rejoint des sujets majeurs. Je préside aussi la commission numérique de Ville-de-France qui regroupe justement ces villes médianes. C'est un sujet qu'on aborde de plus en plus, qui était complètement ignoré il y a peu de temps, et c'est pas un reproche, c'est comme ça, c'est parce qu'on n'était pas concernés, en tout cas on ne se le sentait pas. Donc bien sûr c'est un sujet prégnant,
comme tous les sujets, il ne faut pas en avoir peur, il faut essayer de les maîtriser au maximum, parce que derrière tout ça, on l'a dit, c'est un arrêt du service public. Alors on peut reprendre la plume doigt, hein, mais ça ne sera pas forcément hyper efficace. Et puis au-delà des services finances, des services support de nos collectivités, c'est la gestion des cimetières. On a de plus en plus de villes connectées. Moi, je porte le territoire intelligent, la Smart City, comme d'autres. Donc plus on est connecté, plus on est fragile, plus on est vulnérable, donc plus il faudra mettre de moyens. Et par ce CIVIM, et j'invite tout le monde à aller à Drummondville du 8 au 10 octobre, hein, par ce CIVIM au Québec cette année, eh bien, il va y avoir des solutions proposées à la fois pour les collectivités, pour les entreprises, et peut-être par les entreprises, et sûrement par les collectivités, par leur retour d'expérience, comme on le fait ce matin. Donc c'est ça qui est encourageant, et c'est un domaine comme un autre aujourd'hui. Il faut en faire un outil, et il faut aussi en faire un outil d'attractivité. Parce que si vous l'intéressez de l'entreprise, et on est tous à cela, même si certains vont au mieux que d'autres dans ce domaine, je me plains pas trop quand même, mais voilà, elles vont être rassurées. Elles vont voir quel niveau aussi pour fonctionner avec les agglomérations, avec les collectivités locales. Et si on n'est pas bon, on va très vite perdre des gens qui peuvent arriver, ou en tout cas des gens qui sont déjà là, notamment dans le domaine économique. Eric, avant de conclure, parce que le temps file, sur l'intelligence artificielle, peut-être vous vouliez rebondir sur Denis Thuriot. Ça peut favoriser l'évolution Alors oui, on a mis, nous, en place des outils qui utilisent l'intelligence artificielle. Hein. C'est un logiciel qui s'appelle Detoxio pour anticiper les failles qu'on a dans le système. Donc ça fait partie de tout un dispositif. On a un prestataire local en proximité qui s'occupe de faire ça. On délègue évidemment ce type de prestation parce que nous, ville de 10 000 habitants, on a un directeur informatique externalisé, mais on a aussi des prestataires externes. On n'est pas encore avec une organisation de la métropole sur Saint-Étienne. L'actualité fait que c'est un peu compliqué en ce moment pour la gestion de la métropole, mais dans les mois et les années qui viennent, il va falloir qu'on mutualise ensemble cet outil numérique de partage et de sécurité, parce qu'on est tous interdépendants. Mais en tout cas, je vous appelle à jeter un petit coup d'œil sur cet outil qui s'appelle Detoxio. C'est un outil qui marche vraiment très bien. Merci. Alors, si vous le permettez, un petit mot de conclusion, et on va commencer par Serge. Les territoires médias en danger, on l'a vu, oui. La formation, la prévention, etc., quelques mots. Prévention, formation, ça a été traité, hein, c'est-à-dire qu'il faut absolument faire de l'éducation au niveau des agents, on l'a déjà à couvrir. Ce qui reste à faire, c'est vraiment, la veille, on l'a également traité, suivre cette partie-là. C'est vraiment de remonter son niveau de système d'information au dernier niveau, avec la maintenance, avec le suivi, et c'est un peu tout ce qui est fait soit de façon directe ou par intercommunalité comme à Dunkerque, ou alors un externe comme vous avez fait, mais c'est un sujet de toute façon qu'il faut absolument traiter. Et je rejoins aussi le commentaire sur le budget, hein, c'est plus d'argent, et 5 à 10% du budget informatique. Tout le monde n'a pas ce chiffre en tête. Donc quand on fait les plans au niveau de la commune, le budget, c'est une ligne. Malheureusement, quand on est contraint, comme tout le monde le sait, par les budgets, c'est une ligne qui va augmenter, malheureusement, je dirais, mais il faut en avoir conscience. Eric, plus d'argent pour en terminer pour les collectivités. L'État doit mettre la main à la poche, selon vous? Alors déjà, la sécurité, c'est un enjeu national. Mais tout le monde doit être solidaire. Donc chacun à un autre niveau, on doit mettre sur la table. C'est pas l'État-providence, il n'y a pas d'État-providence. L'État, c'est nous tous. Donc on doit tous apporter notre pierre à l'édifice pour qu'on puisse construire un outil avec cette mondialisation contraignante. Et alors, la culture de la sécurité, il faut qu'elle soit piquée auprès de tous les agents, de tous ceux qui sont concernés. Et puis après, une ventilation des investissements de façon judicieuse et pertinente. Et c'est à nous de construire les budgets sur les communes avec ces conséquences-là. Donc on est responsable de nos budgets et il faut qu'on investisse là-dedans, c'est indispensable. Julien ? Je vais utiliser la métaphore médicale. Pour ne pas être malade, il faut utiliser les bonnes pratiques. Et donc il faut bien entendu sensibiliser l'ensemble des usagers à ces bonnes pratiques de telle manière à ce qu'on puisse éviter d'être malade. Alors ça peut arriver, mais on peut minimiser les choses. Donc il faut qu'on fasse un gros travail de sensibilisation, de formation, et bien entendu qu'on ait aussi les médecins. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait
des gens qui soient qualifiés pour nous aider dans ces cadres-là, avec les moyens qu'il faut aussi nécessaires en matière de finances. Denis Thuriot, le mot de la fin. Écoutez, peut-être déjà rappeler que l'ANCT, qui s'occupe des collectivités territoriales, a rejoint le GIP cybermalveillance.gouv.fr. C'est un GIP ACIMA qui est interministériel, qui va du Premier ministre à beaucoup de ministères, enseignement, sécurité intérieure, etc. Et donc, ce groupement regroupe 63 membres, pourquoi pas aussi un jour associé Mission Écoterre. Je voulais rappeler aussi qu'à notre niveau, on a remis le livre blanc de la cybersécurité à l'ancien secrétaire d'État Jean-Noël Barrot. Donc je pense que tous les élus ont envie d'être actifs là-dessus. Enfin, c'est une envie un peu forcée, mais c'est une nécessité. Et dire à ceux qui n'y sont pas encore que on est à leur disposition, et c'est aussi de se servir de la coopération entre élus qu'on fait au quotidien. Rappeler aussi que peut-être, encore une fois, pour se dire, pour faire tout, ça peut paraître subalterne, et on le voit encore chez beaucoup, mais pour faire toutes nos autres politiques publiques, et notamment celles qu'on aime bien, si on est bloqué, on ne peut plus rien faire. Donc il faut y passer, si on le voit par défaut. Et puis en tout cas, ça peut aussi générer, quand on a des startups, de l'économie locale, parce que peut-être certaines ont des solutions à nous proposer. Donc voilà, tous dans le combat de la cybersécurité pour le gagner. Messieurs, merci beaucoup. Je remercie Quentin Melemiastre qui est là quelque part, qui m'a aidé à préparer ce plateau. Il y a encore cet après-midi beaucoup de choses intéressantes sur ce studio 2 et puis le BIMworld, il y a aussi une foule d'informations à récupérer. Merci à vous, à très vite. Bye bye.